Nous filons au Rwanda pour un voyage dans le temps, l'espace et la mémoire, puisque le Rwanda commémorait le week-end dernier le 30e macabre anniversaire du début du génocide contre les Tutsis. C'était entre avril et juillet 1994. À l'époque, près d'1 million de personnes, principalement issues de la communauté Tutsi, avaient été massacrées à l'appel d'un pouvoir alors tenu par les notables de la communauté Hutu. Bonsoir, Lénie Mouyakazi. Bonsoir. Bonsoir madame, vous êtes une rescapée du génocide des Tutsis au Rwanda, vous étiez à Kigali avec vos enfants à cette période, vous êtes ensuite parti les cacher chez votre sœur en province rwandaise en pensant les protéger. Tous les membres de votre famille ont été assassinés, vous êtes la seule rescapée. Oui. Merci madame d'être là avec nous ce soir. À vos côtés, donc vous n'êtes pas Timothée, vous êtes plutôt Juliette. Juliette Bourg, bonsoir Juliette. Bonsoir. Vous êtes doctorante à l'EHESS, doctorante en histoire contemporaine à l'EHESS, pardon. Vous êtes spécialiste du rôle joué par les femmes politiques rwandaises dans le génocide. C'est à peu près ça, vous expliquerez après peut-être plus en détail. Et à vos côtés, Timothée Brunet-Lefebvre. Bienvenue. Timothée, vous avez un micro. Ah oui, alors vous avez chacun un micro. Il faut bien lui parler bien devant. Ils sont très directifs. Et je vous reçois en t-shirt et j'en suis navré. J'avais un pull. Il fait une chaleur tropicale dans le studio et vous allez peut-être avoir très chaud. Et pardon au nom de France Info. Timothée, et Timothée, vous, votre thèse, parce que vous êtes doctorant en études politiques à l'EHESS, chercheur associé au CESPRA, et votre thèse porte sur la justice française à l'épreuve du génocide des Tutsis rwandais. Est-ce que j'ai tout bon? Oui, alors doctorant, j'étais doctorant, maintenant je suis Ah, docteur, vous êtes mais ça fait docteur, quelques pardon. mois, donc c'est un détail. Peut-être qu'on pourrait commencer par un bref rappel historique, peut-être un encadré. Le génocide des Tutsis, c'est quoi, c'est quand et c'est pourquoi? Et là, je lance cette patate chaude à qui veut. Pour ceux qui nous rejoignent et qui peut-être sont peut-être plus jeunes et qui n'ont peut-être pas entendu parler du génocide rwandais. Ouais. Bon, je pense. Oui, bonjour. Le génocide contre les Tutsis et pas génocide rwandais, parce que Oui, pardon, génocide rwandais, effectivement. c'est un terme qui est utilisé aujourd'hui beaucoup par les négationnistes, justement pour pas nommer les victimes. Et le génocide des Tutsis, ça a été pendant 3 mois, d'avril à juillet 1994, l'extermination de 1 million de personnes parce qu'elles étaient nées Tutsis. Et c'est une histoire qu'en tant qu'historien, et pour les personnes qui l'ont vécu, qu'on essaye de comprendre sur le temps long. C'est pas un événement qui a surgi de nulle part en avril 94. C'est le résultat de politiques de discrimination envers les Tutsis, de persécution et d'un contexte de guerre à partir de 1990 qui a intensifié ces persécutions contre les Tutsis. Lénie, 30 ans plus tard, est-ce que le temps a pensé une partie de vos plaies? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Est-ce qu'on peut pardonner? Je ne sais pas si c'est pardonné, mais je n'ai pas de souci avec les bourreaux. Je sais qu'ils ont tué les miens, mais moi j'attends la justice, c'est tout simplement. Mais pardonner, on pardonne à quelqu'un qui a demandé pardon. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire là actuellement? Que vous attendez par exemple quelque chose de la France? La justice, c'est parce qu'on a pas mal de bourreaux dans ce pays. C'est tout ce qu'on attend en tant que rescapé. Juliette Bourg, votre thèse porte sur le rôle des femmes politiques rwandaises dans le génocide. Vous n'êtes pas encore docteur, hein, vous êtes à un stade avancé de vos recherches. Et vos recherches vous ont mené où? Donc moi, je travaille justement sur des génocidaires, donc sur les bourreaux, comme on peut dire aussi. Donc des femmes qui ont organisé le génocide, qui ont mis en place son exécution et qui ont toutes été condamnées. Donc moi, je suis les parcours de 15 femmes qui ont toutes été condamnées, une par la justice pénale internationale, les autres par la justice rwandaise et notamment les tribunaux Gacaca. Là où ça m'a menée, c'est que étudiant des femmes politiques, il ne faut pas prendre ces participations féminines au génocide comme dénuées de politique, tout simplement. Elles se sont comportées en fait comme les hommes de même statut. C'était des femmes qui avaient des ressources très importantes, une influence, et qui étaient des idéologues qui se sont lancés corps et âme dans l'extrémisme hutu. Jusqu'au bout, donc en s'engageant dans le génocide contre les Tutsis. Vos recherches à vous? Oui. Alors, dans mon cas, moi, auprès de la question de la justice des années plus tard, eh bien, en fait, c'était un peu le sujet du travail que je menais lors de ma thèse, qui consistait à interroger en fait des procédures judiciaires assez inédites, assez spécifiques,
il faut le rappeler, le génocide Tutsi au Rwanda est caractérisé par cette massivité de participation qui était aussi politique, en même temps populaire, avec des centaines de milliers de personnes qui ont pris part au massacre de différentes manières, et que, évidemment, pour le Rwanda, le défi de juger ce nombre de personnes immenses a été immédiat et a été une véritable gageure judiciaire. Il y a eu ces procès, notamment Gacaca, qui ont eu au Rwanda. Il y a aussi eu en même temps les efforts de la justice pénale internationale au sein du TPIR, dont on a aussi parlé. Et enfin, moi, je me suis attardé sur une forme de justice encore différente, plus récente, qui est celle de procès qui ont lieu en France. À l'heure actuelle, je me suis focalisé sur des procès qui ont lieu entre 2016 et 2018, mais sur des procédures qu'on dit d'être des procédures de compétence universelle, parce que la compétence universelle, pour vos spectateurs, est une sorte de mesure juridique qui permet à une juridiction nationale, notamment à la France dans le cas précis, de juger des étrangers pour des faits commis à l'étranger contre des étrangers, et dans un pays donc qui n'est pas la France, quand on parle de crimes aussi graves et qui sont encadrés par des conventions internationales. Ça donne lieu à des scènes de procès très particulières, parce que des années après les faits, et très loin d'eux, très loin des lieux où ont eu lieu les crimes, très loin des lieux où on témoigne le plus souvent de ces crimes, eh bien des cours d'assises françaises ont dû essayer de reconstituer la logique du génocide pour essayer de juger effectivement des Rwandais qui se trouvent sur le territoire français. Et il y a effectivement plusieurs dizaines, peut-être même des centaines d'individus qui sont suspectés d'avoir participé au génocide, qui se trouvent aujourd'hui encore en France et qui sont malgré tout de plus en plus inquiétés par la justice. Madame, vous retournez peut-être parfois au Rwanda. Oui. Comment la société française, la société rwandaise, pardonnez-moi, elle s'est reconstituée comment ? Au Rwanda, c'est la réconciliation. Ils ont essayé de juger certaines personnes. Avec les Gacaca aussi, il y en a qui sont en prison, il y en a qui ont été libérés. Mais au Rwanda, ça va. Entre les deux ethnies, les anciennes deux ethnies, aujourd'hui ça va. Les gens cohabitent, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Je trouve que ça donne espoir. Il y a une génération quasiment qui est passée, voire deux demi-générations. Qu'est-ce qu'on raconte aux enfants ? C'est ce qu'on est en train de voir même au pays, même ici dans les associations, dans toutes les personnes qui sont impliquées dans la transmission, pour pouvoir parler aux enfants, parce qu'il y en a du côté des rescapés, c'est très dur de raconter ça. C'est tout un processus, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller avec... je dis que c'est individuel. Puisque les parents, moi j'en connais, je rencontre beaucoup de parents des rescapés, mais qui n'osent pas parler à leurs enfants. Mais là, avec les commémorations qu'on fait, on essaye d'impliquer les enfants, on essaye d'impliquer les jeunes générations. C'est important de commémorer, Oui. C'est important d'entretenir ce souvenir, entre guillemets, si je puis dire, de le marquer dans l'histoire. Oui, c'est important. Parce que même les gens qui sont morts naturellement, les gens se souviennent d'eux, de leurs. Mais alors, imaginez les gens qui ont été massacrés d'une façon inhumaine. C'est important que ça ne soit pas, que leur nom, que leur famille et que les nôtres ne soient pas effacés comme ça. C'est pourquoi on perpétue la mémoire. Et c'est l'histoire aussi d'un massacre qui a ça de particulier, que c'était au sein même d'une population. Ce qui est très compliqué peut-être à raconter aux générations futures. C'est-à-dire que c'est mon frère qui m'a massacré. Oui, mais là, c'est précis. Les gens qui ont tué, c'est pas des frères et sœurs, c'est des gens qui avaient été entraînés pour faire ça. C'était purement politique. Ils ont été entraînés, le génocide a été planifié depuis quelques années. On va y revenir après, oui. Ouais. Il y a une question dans le chat, on demande qu'est-ce que c'est que les gacaca des tribunaux coutumiers. Il y a un internaute qui demande, qui veut répondre ?
Alors oui, les gachacha, effectivement, ce sont en fait, on peut parler parfois de tribunaux coutumiers, c'est plus compliqué que ça en réalité. C'est que pour bien comprendre, donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, participation massive au génocide et donc un très grand nombre de détenus et de personnes suspectées d'avoir participé au génocide au lendemain de 1994. Le système de justice ordinaire rwandais n'était pas en mesure de traiter toutes ces affaires, du moins à un rythme suffisant. Après 10 ans de travail, même avec un renfort de moyens législatifs, mais aussi bien sûr humains, eh bien, le Rwanda, les autorités rwandaises se sont rendues compte qu'il aurait fallu encore des centaines, voire des milliers d'années pour s'occuper de l'intégralité de ces affaires. Les gachachas sont en fait des tribunaux à participation citoyenne qui ont été créés au début des années 2000, entre 2001 et 2004 pour être précis, et qui en fait à partir de 12 000 juridictions qui se sont installées au plus près des collines rwandaises, hein, donc au plus près des communautés locales du pays, avec des magistrats citoyens qui étaient élus et choisis parmi la population, eh bien, ces instances de justice avaient pour but de juger au niveau local, donc, les participants au génocide, et donc dans un cadre qui en fait était extrêmement frappant, parce que si le génocide était un génocide de voisins, ou du moins qui allait au plus près de la sphère intime, eh bien là, il y avait une forme de justice qui répondait aussi à cette dynamique. On était au plus près des lieux où avaient été commis les crimes. On était au plus près des communautés locales où le génocide avait eu lieu. Et donc, l'objet judiciaire était effectivement là, avec bien sûr comme visée politique une forme de réintégration des accusés et de réconciliation, si on peut utiliser ce terme, de la population en général, mais aussi, et c'est peut-être en fait ce que les Gachachas ont fait le plus, c'est ce qu'on a appelé la collecte d'informations. La collecte d'informations qui consistait en fait à réunir le plus d'informations tout simplement sur ce qui s'était produit à partir des témoignages, à partir du récit donc des victimes, des témoins oculaires, des opposants au génocide et aussi des tueurs en tant que tels. Donc ça a été un dispositif qui a permis non seulement de traiter ces affaires, il y a environ 2 millions de dossiers qui ont été traités en une dizaine d'années, ce qui montre à quel point c'est devenu presque une justice quotidienne rendue au Rwanda à cette époque et à un niveau très local. Et au final, les Gachachas ont aussi permis d'écrire ce récit plus collectif de ce qui s'était produit au Rwanda en 1994. Julia, je vous vois acquiescer aux côtés de Timothée. Oui, et il faut savoir que toute cette justice qui a été rendue à partir du début des années 2000, bon, les procès ont commencé vers 2005-2006 jusqu'en 2012. Aujourd'hui, pour les historiens, ce sont des archives qui sont accessibles et qui sont consultables. Qui n'ont pas toujours été. Non, il fallait attendre que les procès soient terminés, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une justice qui a été rendue dans les communautés, pas par un personnel judiciaire professionnel, mais qui ont été retranscrits avec des minutes d'audience qu'on peut consulter et qui sont aujourd'hui une source incroyable pour comprendre comment s'est déroulé le génocide et ensuite comment il a été jugé. Également, Timothée parlait de l'importance pour les rescapés de ces tribunaux gachacha. Ça, Lénie pourra sûrement mieux en parler que moi, de savoir ce qui s'est passé en fait pour leurs proches qui ont été tués, comment ils ont été tués, par qui ils ont été tués. Et le Rwanda a mis en place des politiques, notamment d'incitation à l'aveu, pour que les tueurs, parce qu'au début ils étaient face à un silence des tueurs, des miliciens, et pour qu'ils racontent ce qu'ils avaient fait, avec qui ils l'avaient fait, et donc c'est en cela une justice quand même qui a bien fonctionné pour notre connaissance de l'histoire du génocide, puisque les rescapés, les survivants, souvent étaient cachés, ne voyaient pas beaucoup ou parfois rien du tout, et restaient vraiment dans la méconnaissance totale de ce qui était arrivé à leurs proches. Donc ça a été une justice aussi importante pour comprendre comment la société rwandaise fonctionne aujourd'hui, puisque les choses ont été dites en public. Ça a aussi permis de juger certaines personnes ayant participé, mais aussi de montrer que tous les Hutus n'avaient pas participé au génocide, que tout le monde n'avait pas participé de la même façon. Ça a jugé des autorités, des personnes qui ont tué un grand nombre de personnes, des grands tueurs, comme on a dit dans la loi Gachacha, aussi des personnes qui s'en sont pris au bien, etc. Donc ça a été une justice vraiment immense. Voilà. Lénie. Moi, ce que je viens de dire, c'est la réalité parce que nous étions cachés. Moi, par exemple, à part les voir passer en Mokacha d'un endroit à un autre, les voir. Lénie, il faut que vous parliez plus près de votre micro, me dit-on dans le chat. Excusez-moi. C'est moi, pardon. Donc, moi, je n'ai pas réellement vu les Interahamwe et les miliciens.
Je savais qu'il y a des gens qui étaient dans les complots avant le génocide. Ils sont connus, il y en a qui sont en prison. Mais moi, personnellement, j'ai même eu la peur d'aller dans les gachacha. Je n'ai pas participé au gachacha. J'avais eu du mal à entendre quelqu'un dire qu'il a atrocement tué ma famille et mes enfants. Je n'ai pas osé y aller. Mais j'ai suivi ça. Et dans le chat, Volca nous demande, et parce qu'il y a un moment on va devoir y arriver, et sinon le rôle de la France dans tout ça? C'est une question assez immense à laquelle il sera, je pense, assez difficile de répondre. Nous avons en une seule- encore 40 minutes. Non, je plaisante. Non, mais on doit effectivement, en parler parce que c'est bien sûr une question qui est c'est là une question et qui est s'impose de toute présente. façon dans le sujet d'aujourd'hui, Bien notamment sûr, parce et que le qui- ministre des Affaires étrangères s'est rendu aux commémorations, Stéphane Séjourné, qui a eu un petit quiproquo, c'est ce qu'a dit l'Élysée, ou en tout cas un gros raté de com, ou en tout cas quelqu'un qui s'est vraiment planté en avançant des choses, mais dont vous allez parler, Timothée. Je vous ai coupé la parole, allez-y. Oui, je vous en prie. En tout cas, je crois que ce qu'il est important de comprendre de la question de la France par rapport au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, c'est que avant même le génocide, et même bien avant le génocide, il faut comprendre que la France avait trouvé dans le Rwanda, qui était à partir des années 60, des années 70, eh bien, un État autoritaire, dictatorial, avec même une politique qu'on peut dire ethniste. Donc une politique qui discriminait la population Tutsi par rapport à la population Hutu, des deux républiques Hutus successives, et que la France, pendant les années 60-70, s'était engagée avec le Rwanda, avait été un fidèle allié du Rwanda, et même jusqu'aux moments les plus cruciaux de l'histoire contemporaine, du moins qui précède le génocide, notamment sous la présidence de François Mitterrand, qui était un proche du président à l'époque, le général Juvenal Habyarimana, qui avait pris le contrôle du Rwanda suite au coup d'État du 5 juillet 1973. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que, alors que le Rwanda était un pays très fragile, un État extrêmement fragile à partir de la fin des années 80, début des années 90, alors qu'il y avait effectivement un début d'état de guerre entre d'un côté le gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais, qui était une force de rébellion et de résistance construite notamment en Ouganda à la fin des années 80 pour revendiquer le droit au retour des réfugiés, notamment Tutsis rwandais qui avaient fui avec leurs parents lors des années 60, 70, au moment de grands pogroms qui avaient eu lieu contre la population Tutsi. Et bien face à cette attaque militaire et dans ce conflit, le Rwanda était extrêmement faible. Et ce qu'a fait la France, pour être assez bref, c'est qu'elle a été un soutien politique, matériel et même humain par rapport à ce régime, en l'échange de, et c'était ce qui était brandi par François Mitterrand, d'un effort de démocratisation du pays, contre quoi la France allait soutenir. Et en réalité, ce qui s'est produit, c'est que les premières aides données au Rwanda, notamment au début de cette guerre, en octobre 90, qui était de l'ordre d'une opération militaire de soutien, est en fait une opération qui a duré et qui a continué, avec une présence maintenue de l'armée française de 1990 jusqu'à la fin de l'année 93, et encore, certaines troupes françaises étaient encore au Rwanda jusqu'au début du génocide. Un soutien donc, dans ce premier temps, de ce régime dictatorial qui penchait de plus en plus vers une forme d'éthicisme et de racisme, qui allait vers l'extermination et qui allait vers déjà des pogroms et des violences de masse contre les Tutsis. Et enfin, bien sûr, au moment du génocide, la France est le seul gouvernement à avoir accueilli des membres de ce qu'on appelle le gouvernement intérimaire, donc ce gouvernement extrémiste qui a pris le pouvoir après la mort de Juvenal Habyarimana et qui a organisé une opération militaire à la fin juin 1994, qui avait pour but présenté de venir en aide aux victimes et d'interrompre les massacres. Mais en réalité, ce qu'a permis cette opération militaire appelée l'opération turquoise était en fait d'exfiltrer les autorités du gouvernement intérimaire, au final de permettre la fuite en masse vers le Zaïre des individus qui avaient participé au génocide, notamment ces autorités, et au final avec une approche et une compréhension du génocide, du moins des faits, qui était complètement à côté de la plaque, et même gravement, une erreur d'appréciation monumentale, une vraie erreur politique, parce qu'en arrivant là-bas, les consignes qui étaient données n'étaient pas celles d'une mission humanitaire de venir en aide à des victimes d'un génocide, mais c'était présenté comme une opération qui devait arrêter des massacres interethniques. Mais quand on parle de massacre interethnique, on parle donc d'une forme de réciprocité. On parle donc d'une sorte de guerre ethnique, tribale. C'est comme ça que l'avait présenté Alain Juppé en avril 1994. Alors que la situation était totalement différente
sur le terrain. Il y a eu une incompréhension totale et le rapport Duclerc, qui est un rapport d'historien qui a travaillé sur les archives françaises sur le rôle de la France au Rwanda, a conclu à une forme d'aveuglement volontaire des autorités politiques, de certaines autorités politiques françaises, hein, il ne faut pas tout le monde, mais du moins d'un petit cercle autour de François Mitterrand à l'Élysée, qui a maintenu jusqu'au bout son soutien à un régime qui a plongé dans le génocide et qui l'a donc soutenu militairement et politiquement jusqu'au bout. Juliette? J'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'il y a une autre opération militaire française début avril, l'opération Amaryllis, qui fait également l'objet des critiques qu'on peut avoir envers le rôle de la France, qui a exfiltré donc les ressortissants français en refusant d'emporter avec eux notamment les personnes rwandaises Tutsi qui travaillaient pour l'ambassade de France, pour le centre culturel français et qui étaient en danger de mort parce qu'ils étaient Tutsi et qui sont restés là-bas et dont la plupart ont été tués, et que par contre ils ont exfiltré la veuve du président Juvenal Habyarimana, Agathe Kanziga Habyarimana, qui jusqu'à aujourd'hui vit en France. Bien, Donc, pas très loin de Paris. C'est ça, pas très loin de Paris. Il y a un très bon article qui est sorti dans La Croix à son sujet la semaine dernière. Et donc moi qui m'intéresse à des femmes qui avaient une autorité politique, c'est Agathe Kanziga, une femme que je vois avoir beaucoup d'influence dans le gouvernement, dans le régime Habyarimana, notamment dans cette promotion d'autorités extrémistes, dans la mainmise qu'avait sa famille sur quasiment toutes les entreprises du Rwanda, sur toute la vie politique, et qui a participé, parce que quand on dit la France a soutenu pendant 4 ans un régime qui était dictatorial, c'était un régime qui était ouvertement extrémiste, avec des alertes qui étaient lancées. Il y a eu des massacres en janvier 91, il y en a eu en 92, en 93. Chaque fois, en maintenant ce soutien, et le couple Habyarimana, par exemple, fondait des journaux extrémistes comme Kangura, a participé à fonder aussi la radio très connue, la radio-télévision d'Émile Colline. Et voilà, donc c'est une vraie amitié qu'il y avait entre C'est la radio qui a appelé au massacre. Exactement. Et donc ça, c'était des éléments qui étaient déjà là avant avril 94 et que la France a choisi d'ignorer. Vous vous souvenez, Lénie, de ce contexte-là ? Lequel ? Ce contexte où la montée d'un extrémisme fort... Oui. Surtout, moi, je le vois... D'un changement de situation ? Oui, oui. En 1990, à l'attaque du FPR, ce fut très dur pour les Tutsis parce qu'ils ont été en prison, plus de 5000 personnes Tutsis, soit disant qu'ils étaient complices des rebelles Ingotanyi, qu'on appelait Inyenzi les cafards. Et depuis lors, les Tutsis n'ont pas eu de répit. C'était les prisons, c'était les tueries, c'était... J'ai même un grand frère qui a été emprisonné en 90 et quand il est sorti, il a été très battu. Il est sorti en prison, il a attrapé la tuberculose, il est mort quelques jours après. Il était professeur en géographie-histoire. Et plus tard, en 92, ça a chauffé, c'était dur avec les partis politiques qui venaient de s'instaurer à Kigali. C'était toujours les miliciens qui occupaient la capitale, qui chantaient, qui allaient dans les entraînements et qui avec la radio RTLM, qui tissaient la haine et en train de Hutus et les Tutsis. Et donc là, les gens n'ont pas... On était vraiment très, très menacés depuis 1992, mais très sérieusement, dans la capitale. Et les gens, donc... on les tuait, on les assassinait, on les emprisonnait. C'était une période très très dure avant 1994, avant le génocide. Il y a alors Folache ou Folas, je ne sais pas, dans le chat, qui nous pose une question, qui dit qui étaient les alliés occidentaux entre guillemets de la France pendant le génocide et quelles étaient leurs positions pendant le conflit. Je pose la question à vous. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas et c'est pas grave du tout. Je relais les questions du chat. Je dirais que c'est pas forcément une question pertinente, au sens où le génocide il a été fait par un gouvernement rwandais
par des milices rwandaises avec l'aide d'alliés, donc notamment la France. Mais là, il faut quand même avoir en tête que c'est le gouvernement intérimaire rwandais, composé d'extrémistes Hutus, qui ont organisé cette extermination. Donc les alliés, ensuite, les alliés de l'allié, peut-être quelqu'un peut répondre, mais c'est pas vraiment... Et je pense que vous avez très bien répondu à la question de notre internaute. 30 ans plus tard, ces deux groupes donc, qui sont majoritaires dans le pays ont, semble-t-il, fait la paix après des décennies de rivalité. Donc c'est une réconciliation qui est prônée par le gouvernement. Pour autant, il semble qu'on ne veuille plus parler d'ethnie. Oui, Et c'est un sujet, parce qu'une ethnie, c'est une identité aussi. oui, mais actuellement, ils ont arrêté ça parce que c'est ça qui identifiait les gens. On ne porte plus des cartes d'identité avec des ethnies. Moi, j'ai porté ça depuis l'âge adulte. Donc, je devais le montrer partout, partout. Moi, je trouvais que c'était une très bonne idée de laisser tomber tout ça. Aujourd'hui, tout le monde est rwandais. Ça pourra devenir comme partout, sans ethnie, sans avoir cette étiquette. Et peut-être aujourd'hui, je peux me dire, je sais que je suis née Tutsi, par exemple. Mais dans l'avenir, les enfants, je pense que les jeunes générations, ça saura changer dans l'avenir. Ils Et je seront trouve que rwandais, ils seront plus Hutus Ouais. ni Tutsis. oui, c'est ça. Ouais. Juliette Bourg. Oui, surtout qu'il faut rappeler que les identités Hutu, Tutsi, Twa, c'est aussi une autre ethnie qu'il y avait au Rwanda, sont des constructions en fait venues pendant la colonisation et que ça reflète pas des identités au sens où on l'entend ethnique, parce que les Hutus comme les Tutsis partageaient la même langue, les mêmes croyances, ensuite les mêmes religions, priaient ensemble, vivaient ensemble, se mariaient ensemble. Et donc, il ne faut pas penser ça comme des cultures différentes. En fait, c'est des groupes qui partageaient la même culture. Et donc, le fait aujourd'hui de ne plus dire Hutu ou Tutsi, ça n'a pas vraiment une incidence. Il ne faut pas penser que ça va effacer des cultures. Ça efface des identités qui ont été quand même collées dans les papiers, qui ont été quand même source de discrimination depuis le début de cette histoire. Timothée, je vous vois acquiescer. Oui, absolument. Je m'inscris totalement dans cette idée-là, parce qu'effectivement, le terme ethnie, du moins la manière dont on l'entend, c'est effectivement ce qui marque ces différences culturelles, linguistiques et d'existence, alors qu'effectivement, dans le cas du Rwanda, il faut bien ici... Alors, revenir à une sorte de profondeur historique qui, je pense, est importante à saisir, même si elle ne mène évidemment pas directement au génocide, mais qui permet de comprendre cela. Dans le chat, il y a Original Benz qui dit pourquoi cette haine contre cette ethnie. C'est quoi la genèse de ces atrocités? Je pense que vous alliez répondre en partie. Je crois déjà, avant de venir à cela, il faut bien comprendre que cette fabrication des ethnies rwandaises, dans la compréhension qu'en avaient notamment les extrémistes Hutus, elle a une histoire très particulière et qui est en fait l'histoire de la découverte et des savoirs coloniaux qui se sont plaqués sur le Rwanda. Les premières traversées du Rwanda par des Européens, notamment par des explorateurs allemands, ont lieu autour de 1896. Et à cette époque, il faut bien comprendre que les systèmes de compréhension européens sont des systèmes, du moins de représentation, de mentalité, comme vous pouvez le dire, se construisent autour de la question de la race. C'est la race qui permet d'expliquer les relations entre peuples. C'est la race qui permet d'expliquer des formes de domination et de supériorité entre des populations qui seraient inférieures et supérieures par rapport à d'autres. Ces premiers colonisateurs et explorateurs, notamment beaucoup de religieux, notamment belges et allemands, qui vont en fait découvrir le Rwanda avec ces lunettes raciales, si on veut dire, de la science raciale, et essayer d'élaborer des théories pour expliquer pourquoi, dans leur perception des faits, c'est leur perception, il y avait au Rwanda à cette époque une monarchie où ils trouvaient des individus qui étaient désignés comme Tutsis, et une autre part de la population où il y avait des individus qui étaient Hutus. Leur compréhension assez pauvre, si on peut dire, et qui essayait de se légitimer de comment fonctionnait cet État, qui était extrêmement complexe, avec des catégories Hutu-Tutsi qui n'étaient pas tant ethniques, qu'elles étaient en fait socio-professionnelles, ou liées à des rapports claniques assez complexes. En réalité, la lecture qui a été imposée sur la question a cherché à savoir pourquoi les Tutsis qui apparaissaient aux colonisateurs semblaient différents, et donc on leur a attribué une origine totalement mythifiée d'envahisseurs qui ne venaient pas du Rwanda, qui n'étaient donc pas des populations exogènes, donc qui
reviendraient peut-être d'Abyssinie, qui seraient même des tribus perdues bibliques, des choses extrêmement sérieuses à l'époque, qui ont été théorisées notamment par Ernest Renan au Collège de France. Et donc, vous voyez, tous ces discours, tous ces savoirs, auxquels s'ajoute la phrénologie, auxquels s'ajoutent des savoirs morphologiques sur les formes de tête, sur les visages, sur les tailles, sur les corps, d'essayer de créer une forme de différence biologique entre les individus des ethnies au Rwanda à l'époque. Tout ceci a en fait contribué avec la colonisation à une nouvelle stratification de la société rwandaise, basée sur cette présélection ethnique de ceux qui devaient avoir le pouvoir et ceux qui devaient être dominés d'une certaine manière, et qui, au moment de l'indépendance du Rwanda, à la fin des années 50 et au début des années 60, vous avez en fait une contre-élite, qui n'est pas une élite Tutsi, mais une élite de Hutus, qui sont élevés dans ces pensées-là, qui sont même acculturés depuis plusieurs dizaines d'années, depuis des générations, à ce discours-là de la différence biologique et raciale. Et ils la font leur. Ils y croient, ils en sont convaincus. Et quand va venir l'indépendance, il va y avoir en fait un retournement d'alliance avec le colon belge notamment, qui va cesser de défendre la monarchie rwandaise et se tourner du côté des soi-disant masses Hutus représentées par des notables extrémistes et des intellectuels qui vont créer cette idéologie de l'antagonisme racial entre les Hutus et les Tutsis et se considérer en fait comme persécutés depuis des millénaires par une race Tutsi qui aurait été différente, qui n'aurait pas été réellement rwandaise et qui aurait été parfaitement exogène du Rwanda. Et donc quand on se rend bien compte de la jeunesse de ces idées, de leur force et de la manière dont elles se sont posées sur la société rwandaise et qu'elles ont eu un effet, on comprend un peu mieux pourquoi, des années plus tard, ce qui n'étaient pas des ethnies, du moins dans le cadre des massacres notamment et du génocide, eh bien, ont pu être le lieu d'autant de discours de type raciste et raciaux jusqu'à l'extermination des Tutsis en 1994. C'est ce que vous aviez ressenti à ce moment-là, Lénie ? Oui. Je sais que c'est dans l'histoire du Rwanda, la colonisation qui a amené tout ça, qui a aussi accéléré cette entre les Hutus et les Tutsis. Parce qu'il y avait cette complexe d'infériorité, de supériorité, et les Hutus qui se sentaient moins considérés que les Tutsis. Donc on les avait enseignés qu'ils n'étaient pas beaux, qu'ils n'étaient pas intelligents, qu'ils étaient des esclaves des Tutsis. Et dans leur tête, ça a été ça. Et donc, il y en a qui ont été méchants à cause de ça, qui voulaient donc se venger. Et alors, avec les gouvernements qui étaient en place, ils ont aussi enseigné dans le même sens. Et ils ont insisté sur les ethnies. Ils faisaient les statistiques des Tutsis que nous étions minoritaires. Pardon, je parle de moi, mais j'ai vécu ça. J'ai vécu que j'étais minoritaire. Pour quelle raison, je ne sais pas. Donc, à cause de ça, ça datait des années, mais on a grandi dans ça, dans cette discrimination. Avec une maîtrise européenne. Oui. De racisme européen. Oui, belge, je peux dire que c'était belge surtout. Juliette Bourg. Oui, et il faut voir que après cette période coloniale, les gouvernements rwandais, comme l'a dit Lénie, ont instrumentalisé cette haine en mettant en place ce qu'ils ont appelé des politiques de rattrapage. Et donc les Tutsis, qui jusque-là avaient été privilégiés par l'administration coloniale, se trouvent discriminés dans tous les aspects de la société, à l'école, dans l'accès à des emplois administratifs et à des moments de tension pour le gouvernement rwandais, se font massacrer. En 63, il y a des massacres. En 73, il y a des purges extrêmement violentes dans les établissements scolaires et dans les administrations. Et en 1990, quand le FPR attaque le Rwanda, le récit qui est tout de suite propagé par les autorités rwandaises, c'est « Regardez, ces Tutsis, cette race dominatrice va venir réinstaller la monarchie, asservir les Hutus, alors que ce ne sont pas des vrais Rwandais et qu'ils attaquent à nouveau. » Et donc ça, c'est le récit qui arrive et qui va justifier ces politiques dites d'autodéfense civile qui se mettent en place, que tous les Tutsis, en fait... FPR ou pas, sont une même race sanguinaire qui veulent asservir les Hutus et qu'il faut en fait les tuer avant qu'ils ne tuent les Hutus. C'est ça ce qui est répété constamment pendant 4 ans avant le début du génocide. Timothée ? Oui, pour rebondir sur ce que disait Juliette, il faut bien comprendre quand on parle de cela que
ça dit aussi quelque chose de la force de certaines idées, d'une certaine idéologie, et de la manière avec laquelle, notamment au moment de ces années 90, avec le début de la guerre, avec effectivement cette sorte de prophétie autoréalisatrice d'une certaine manière. C'est si les Tutsis nous attaquent, c'est qu'en fait ils veulent remettre leur pouvoir en place et nous dominer et nous exterminer. Et c'est quelque chose qui je crois est important de souligner, notamment dans le cadre d'un génocide et qu'on voit dans d'autres cas, qui ne sont pas liés au Rwanda, mais notamment dans celui de la Shoah, dans celui des génocides des Arméniens notamment, le fait que brandir cette menace, cette fausse menace, qu'il y a en fait un génocide qui attendrait, qui serait celui commis par les futures victimes contre leurs bourreaux. Que ce qu'on appelle cette accusation en miroir, donc l'effet de reprocher à ceux qu'on va exterminer, en fait, ce qu'on va leur faire. À quel point ceci a été fort et important, et à quel point, quand ceci est doublé par des discours de haine raciale, propagés, construits avec ces craintes nourries au moment de la guerre, cette peur d'une sorte d'extermination qui est créée de toutes pièces, eh bien comment ceci, ajouté à ces discours racistes, a pu avoir des implications extrêmement fortes jusqu'au plus près de la population locale, et comment ces idées ont pu se propager, et c'est un peu comme ça aussi qu'on peut comprendre la force du génocide, et même ce moment de radicalisation entre 90 et 94, où effectivement les tensions sont au plus haut, et les tensions sont au plus haut parce que ces questions de Hutu-Tutsi, de suspicion de complicité au FPR, comme l'a rappelé Lenny Munyakazi, en fait, commencent à rentrer au plus près des sphères intimes, des sphères personnelles, et où dans la vie individuelle des personnes, les conséquences se lisent dans le lieu de travail, auprès des amitiés, entre des voisins qui cessent d'aller voir leurs voisins Tutsi parce qu'ils les soupçonnent eux-mêmes. Et donc comment au final ces éloignements successifs et progressifs, eh bien ils ont contribué à la possibilité, quelques années plus tard, de massacres d'une telle ampleur et d'une participation si massive de la population. Lenny, vous parliez tout à l'heure des bourreaux. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, ceux qui... en tout cas les bourreaux survivants, ceux que vous avez peut-être rencontrés? Je ne les ai pas rencontrés. Je les entends parler, je vois les écrits, je les vois. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, bien sûr, comme ils ne peuvent pas retourner au Rwanda, ils sont très, très, très. Ça n'a pas changé. Je pense que le fait même de rester à l'étranger, ça n'a pas aidé à leur changement, à voir comment le pays a avancé. Ils sont toujours Dans cette matrice? oui, dans les ethnies, ils parlent toujours au tout, alors qu'au Rwanda, ce n'est plus le même discours. Et donc, pour cela, je vois que c'est malheureux d'être comme ça. Oui, je vous en prie. Juliette? Oui, ce que dit Lenny, c'est particulièrement vrai pour les génocidaires qui ne sont pas au Rwanda. Donc pour ma part, dans mes recherches, j'ai été amenée à rencontrer certains génocidaires qui sont enfermés au Sénégal, qui ont été jugés par la justice pénale internationale et qui sont donc dans une prison sénégalaise. Et donc là, c'était vraiment des autorités à la tête de l'État. Donc moi, j'y suis allée pour rencontrer Pauline Ramasuko, qui était ministre de la Famille et de la Promotion féminine. Mais il y avait aussi dans cette prison le Premier ministre Jean Kambanda, le secrétaire général du parti présidentiel MRND, le préfet de Kigali, etc. Et ces personnes, il faut savoir, elles sont encore en 1994 dans leur tête. Elles sont des victimes qui ont perdu la guerre. Elles lisent uniquement des livres négationnistes du génocide. Elles parlent en termes de le peuple majoritaire, le peuple minoritaire. Et aucune n'a accepté sa participation au génocide et même ni l'existence d'un génocide perpétré contre les Tutsis. Les génocidaires qui sont au Rwanda, qui soient en prison ou sortis de prison, ils ne peuvent pas tenir les mêmes discours parce qu'ils sont confrontés déjà aux rescapés. C'est des prisons où ils sont mélangés aussi à des personnes de droit commun. Ils commémorent le génocide. Quand ils sortent de prison, ils se rendent bien compte qu'il n'y a pas une vengeance contre eux qui les attend, et donc, alors qu'ils peuvent en avoir peur. Mais ceux qui sont au dehors du Rwanda, ces génocidaires, mais aussi leurs familles et leurs réseaux dans les diasporas, ont créé une image du Rwanda qui est fausse, en disant c'est la guerre, tous les Hutus là-bas sont persécutés, et ils continuent à avoir ce schéma de pensée. Et ça, il faut en avoir conscience que c'est un négationnisme qui est encore très vivant, une idéologie qui est encore très vivante et qui est alimentée à l'extérieur du Rwanda surtout.
Oui, et pour continuer sur ce point, sur la question du négationnisme aussi, parce qu'évidemment on parle là du génocide, on parle de savoir historique, aussi de savoir individuel, de l'expérience de personnes qui ont traversé cet événement, mais il faut bien comprendre que, comme pour tout génocide en réalité, vous avez son corollaire qui est le négationnisme, notamment de la part de ceux qui y ont contribué. Et il est important, effectivement, notamment dans le cas de ces personnes qui ne sont plus au Rwanda, de bien se rendre compte, comme l'a très bien dit Juliette, qu'ils sont encore en 94, encore coincés à ce moment-là dans cette justification de pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, tout en le niant avec des discours parfois qui Mais ça relève de quoi? C'est de la mauvaise foi ou c'est de la... ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est une croyance c'est une croyance tout à fait légitime du fait qu'ils ont fait des choses pour une certaine raison, que si évidemment il est difficile d'avouer et de reconnaître qu'on a participé à l'extermination de femmes, d'enfants et de civils innocents, que tout du moins eux présentent les choses comme cette étant croyance, un acte de guerre. elle exclut la possibilité d'une forme d'opportunisme. Eh bien, alors, pas Si forcément. je puis me permettre. Il peut y avoir une forme de calcul par rapport à ça. Mais tout du moins, il y a le fait que ces personnes qui étaient idéologiquement engagées, et c'est pas dire qu'ils étaient embrigadés ou le lavage de cerveau, non, des gens qui ont cru à une lutte politique. Des années plus tard, ils y croient encore plus. Parce qu'ils ont été dans une position qui est celle, pour eux, de perdants. En fait, qu'ils ont dû quitter le Rwanda, notamment pour ceux qui n'y sont plus. Et il est important de voir et de rappeler que quand on parle de ce négationnisme, c'est pas juste des gens qui nient le fait que quelque chose soit arrivé pour se défendre. Il y a ça. Mais à ça s'ajoute un vrai discours idéologique encore. Politique. Absolument. Qui est en fait la deuxième partie du discours idéologique, qui consiste à expliquer pourquoi ils ont perdu et pourquoi en fait le monde entier était dans une sorte de complot contre eux. Et surtout, nier le génocide, ces premières négations et réécritures de l'histoire, elles sont contemporaines de l'événement. Parce que déjà en 92-93, il parle de cette menace d'extermination portée par les Tutsis contre les Hutus. C'est un mensonge de propagande, bien sûr. Mais dès au moment même où le génocide était commis, il y avait le regard de la communauté internationale, le regard d'autorité. Il fallait justifier cela. Il fallait essayer d'expliquer que ce qui était commis, ce n'était pas des crimes contre l'humanité, c'était des crimes de guerre. Au pire, des crimes de guerre. Des actes de légitime défense. Et donc, dès 1994-95, dans ces camps de réfugiés immenses qui sont construits au Zaïre et qui se recomposent avec les autorités gouvernementales, vous avez des autorités, notamment l'un de ses responsables de parti, Mathieu Ngilumbatse, qui écrit un ouvrage, des ouvrages, beaucoup d'entre eux, dans lesquels ils expliquent « Non, mais on n'a pas commis de génocide parce que dans les églises, qui ont été un lieu de massacre très fréquent, dans les églises, eh bien, il y avait des caches d'armes, où en fait les Tutsis n'allaient pas s'y trouver refuge, mais en fait, y allaient pour aller récupérer des armes, et on a été obligé de les tuer pour se défendre. » Et ces discours-là, à force, pendant 30 ans, quand ils ruminent, quand ils sont dits dans des cercles clos d'individus qui ont une véritable idéologie politique qui ne s'est pas arrêtée depuis 1994, eh bien, ça donne effectivement ce genre de situation où, notamment dans ces procès en France, c'est intéressant parce qu'on peut l'observer dans des cas individuels. Vous avez des négations individuelles, dire « j'ai pas fait ça, c'est faux, ça c'est pas vrai », auxquelles en fait se mêlent mais de toute façon, le génocide, non, mais c'est plus compliqué que ça. En réalité, c'est pas les Tutsis, c'est tous les Rwandais qui ont été tués. En fait, il y a des responsabilités partagées. Donc, encore une fois, c'est pas un génocide, c'est des massacres interethniques, c'est une haine, une rivalité entre ethnies. Toujours un discours qui permet de semer le trouble par rapport à une situation qui est très nette du fait de son asymétrie. Le fait que ceux qui ont tué étaient les membres d'une idéologie et d'un groupe, et ils ont tué ceux d'un autre groupe du fait d'un projet de génocide. Et non pas pour des haines raciales ancestrales. Vous avez encore ce genre de discours qui sont donnés par ces idéologues et ces personnes qui ont une posture de minimisation ou de révision du génocide des Tutsis au Rwanda. Lénie Munyakazi, vous êtes d'accord avec ce que dit Timothée? Oui, je suis d'accord. Même moi, je me dis que c'est aussi le désespoir. Ils ont perdu un pouvoir dont ils ont eu depuis très longtemps et qu'ils se sentaient majoritaires. Ils se sentaient jamais que ça... Ils ne pouvaient pas croire que ça pouvait changer. Pour moi, je pense que c'est la raison la plus importante pour eux. Et c'est pourquoi donc ils disent que aussi les Hutus ils ont été massacrés, mais où? Comment? Pour nous, on nous interdisait de sortir dans nos maisons. On tuait juste à la première minute. Dès que l'avion du président Habyarimana a été abattu, tout de suite, les Tutsis ont été attaqués, partout où ils étaient. Après, il y a des barrages, on ne peut pas passer d'un quartier à un autre. On ne pouvait pas fuir. Et comment eux, ils ont été jusqu'au Congo, jusqu'au Cameroun, partout au monde entier. Donc,
on ne peut pas dire que le génocide n'est pas eu lieu. Et c'est tout ce qu'ils se défendent. Et ils disent que, et aussi, moi je ne connais pas, je n'étais pas au Congo, je ne sais pas comment ils ont été tués, mais je sais qu'au Rwanda, c'était que des Tutsis qui étaient recherchés. Des familles Tutsis, des petits-enfants Tutsis, des grands-mères Tutsis, des malades Tutsis dans des hôpitaux. C'était une horreur. Ils ne peuvent pas échapper à ça, même s'ils inventent n'importe comment cette histoire. Timothée Brunet-Lefebvre. Je crois que c'est un rappel très important de revenir aussi par rapport à ces discours qui minimisent et nient sur la matérialité de ce qu'a été le génocide des Tutsis. Parce qu'effectivement, on parle du terme génocide, dans l'idée, du moins dans les définitions pénales qu'on en a, dans ce qu'on admet de ce terme-là, c'est désigner des campagnes de massacre et d'extermination d'une population. Et donc, l'image qu'on en a, les représentations qu'on en a, même parfois de manière inconsciente, c'est tuer le plus de monde possible, ce qui n'est pas faux. Mais dans la réalité, dans ces 100 jours-là du génocide des Tutsis, 100 jours, c'est extrêmement long, avec ce nombre de participants. Il faut bien comprendre que le génocide, c'est bien plus que seulement tuer. C'est toute une gamme de gestes, de cruauté, d'acharnement, de violences sexuelles aussi, immenses dans le cas du génocide des Tutsis au Rwanda. Et autant de faits contre des civils, contre des enfants, contre des personnes âgées, comme l'a très bien rappelé Nini Munyakazi. Et donc, quand on parle de génocide, on parle vraiment de ça. On parle de ces faits-là, au niveau global du Rwanda en 1994 et au niveau de famille, au niveau de la vie individuelle. C'est l'effacement de la chair, de la dignité, de la culture. C'est ça. Un effacement total, le génocide. C'est le fait de faire véritablement disparaître. Et faire disparaître, ça ne s'arrête pas au fait de simplement tuer des personnes avec qui... contre lesquels on aurait quelque chose, mais c'est aussi s'en prendre à leur corps, s'en prendre à leurs dépouilles, c'est les cacher, etc., etc. Et c'est important de dire les mots et de dire ce qu'ont été les faits tels quels, notamment pour faire rempart face à ce genre de discours qui ont tendance à nier les faits et surtout avec toujours une lecture très abstraite, jamais vraiment sur le sol de toutes les preuves qui ont été accumulées du génocide. Dans le chat, une question, comment les intellectuels rwandais, les intellectuelles rwandaises ont-ils réussi à rétablir la vérité après 1994 dans les universités? Qu'en est-il de l'historiographie? C'est une question très précise. Je sais pas si je vous lance comme une patate chaude. Non, mais c'est une question effectivement assez intéressante. Je ne sais pas si... Il y a eu une recherche des faits qui a eu lieu au Rwanda dès que le génocide a été terminé. Déjà pour des raisons très pragmatiques, c'était retrouver les corps, les enterrer, savoir ce qui s'était passé, etc. Donc il n'y a pas forcément eu... Il y a des intellectuels qui étaient engagés pour dénoncer le génocide avant, pendant et après, et qui ont continué et qui sont tout de suite lancés, par exemple, dans des monographies de leur région, etc., qui ont aussi tout de suite cherché à exprimer les racines coloniales de cette haine pour faire comprendre ce qui s'était passé. Et pour la collecte des informations, on a beaucoup de rapports d'ONG internationales, rwandaises, qui sont allés interroger les rescapés, désigner les personnes soupçonnées de génocide, désigner les endroits où il y avait des fosses communes, etc. Donc il y a eu et puis il y a eu des procès, le tribunal pénal international qui a été créé dès novembre 1994, des enquêtes, et donc la justice, les enjeux familiaux intimes liés à l'histoire des Rwandais qui voulaient retrouver leurs proches, les intellectuels, tout ça c'est des choses qui se mélangent, puisque les intellectuels rwandais, beaucoup ont leurs proches qui ont été tués et qui ont à la fois lié leurs connaissances d'historiens, par exemple, et ce qu'ils voulaient savoir de leur famille. Par exemple, si on pense à l'EHESS, à M. Kagabo, qui, lui, est allé tout de suite, après le génocide, sur place, se rendre, constater, qui a écrit là-dessus. Oui, tout à fait. Et simplement sur la question peut-être plus de l'historiographie, il y a... Alors Timothée, il faut vous expliquer ce qu'est l'historiographie. Alors l'historiographie, oui, évidemment. C'est vrai que là, on est un peu dans notre tabou d'histoire et de sciences sociales. Simplement, l'historiographie, en fait, c'est l'écriture de l'histoire. Donc c'est les différentes écoles d'écriture de l'histoire, les différentes manières de penser, la manière de faire récit des événements du passé, de faire récit de l'histoire, etc. Et donc, quand on parle d'historiographie, on est bien dans ces différentes périodes de différentes de regroupement d'individus ou d'efforts collectifs autour d'universités, autour de personnes qui ont contribué
contribué à l'écriture d'un certain récit historique des faits. Dans le cas du Rwanda et de la question de l'histoire, il y a un grand nombre d'historiens rwandais eux-mêmes qui, comme l'a très bien rappelé Juliette, se sont penchés sur cette histoire dès 1994 et aujourd'hui encore. Néanmoins, c'est juste un point de précision, le Rwanda, à l'heure actuelle, est un pays où une très grande partie de la population, plus de la majorité de la population, a moins de 30 ans, donc des gens qui n'ont pas été contemporains du génocide en tant que tel. Et au niveau des universités rwandaises, eh bien, l'État rwandais, depuis le début des années 2000, a surtout favorisé pour son développement les filières qu'on appelle STEM, donc tout ce qui est de l'ordre des sciences techniques, des sciences dures, qu'on pourrait appeler aussi, les mathématiques, la chimie, l'ingénierie, etc., et un peu moins sur les sciences sociales. Et donc, évidemment, c'est à prendre en compte quand on parle de l'écriture de l'histoire au Rwanda et de ces questions contemporaines où certains historiens rwandais eux-mêmes sont parfois un peu déçus et se plaignent un peu du fait que voilà, il n'y a pas énormément de jeunes historiens rwandais qui prennent le flambeau pour continuer à écrire cette histoire en tant qu'historien. Une question pour vous, Lénie, dans le chat, c'est Chachkachier qui la pose. Resalut, qui demande est-ce qu'il y a un risque que les Hutus ne recommencent dans la mesure où ils sont majoritaires au Rwanda et au Burundi voisin. Je pense que la question plus pertinente, c'est avec toute cette génération qui n'a pas connu le génocide, est-ce que ça peut arriver encore? Alors, on ne peut pas lire dans l'avenir, bien sûr, mais vous avez peut-être un sentiment. Je pense qu'il parle de ça justement, il menace, mais je pense qu'au Rwanda, ils ne peuvent pas. Je ne pense pas qu'ils peuvent arriver à ça. Ça, je suis sûre. Puisque c'est une histoire qui ne tient plus. C'est question de travailler, de se reconstruire, de reconstruire le pays. Ils ne sont pas dans cette histoire d'encore vouloir un autre génocide. Bien sûr, dans les têtes des génocidaires, des gens qui ont commis ça, des extrémistes, ça existe toujours. Mais je ne pense pas qu'au Rwanda, ça peut arriver. Je ne peux pas parler pour le Burundi, mais au Rwanda, ça, je suis sûre que ce n'est pas possible. Et il y a une autre question là, qui arrive, c'est est-ce qu'il y a des velléités indépendantistes chez certaines franges Tutsi ou Hutu, notamment pour éviter que ce qui s'est passé ne recommence? Je pense qu'on a répondu en partie à la question, Timothée. Oui, tout simplement pour dire non, parce qu'encore une fois, on n'est pas face à des communautés, oui, tout à fait. Et même l'idée qu'il pouvait y avoir au lendemain du génocide ce qu'on a appelé un Hutuland et un Tutsiland pour empêcher cela, n'est absolument pas quelque chose qui a correspondu à la réalité de ce qu'était l'expérience historique des Rwandais, mais c'était quelque chose qui a été notamment, proposé notamment dans une tribune par l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Hubert Védrine, qui était un des acteurs du pouvoir français à cette époque, aux alentours du génocide, et qui témoigne en fait d'une incompréhension de ce qu'était le Rwanda. Parce que là encore, c'est pas des communautés distinctes, c'est des individus qui partagent à peu près tout, même qui partagent tout, sauf quand cette question politique est rentrée assez profondément et qu'elle s'est transformée en idéologie et qu'elle a créé cette forme de division entre les individus. Mais sinon, non, c'est pas du tout quelque chose qui a du sens dans la réalité des faits. Il y a Pignoufou, salut Pignoufou, qui nous demande, qui avait déjà posé sa question. Je n'ai pas relayé ta question, Pignoufou, parce que je ne sais pas si c'est le lieu pour le faire. Bon, qui vous pose la question, est-ce que vous avez des documents à conseiller, des documentaires à conseiller pour les gens qui ne connaissent quasiment rien du sujet? Notre émission touche quasiment à sa fin, donc si vous avez des choses à conseiller, peut-être que vous en avez. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous conseillez à notre ami Pignoufou? Bon, pour commencer, et puis en plus, après, je pense que Lénie a ramené un document oui. avec elle, mais en ce moment, avec la 30e commémoration, il y a beaucoup de ressources qui sont accessibles et grand public. Par exemple, sur Arte, en ce moment, il y a le documentaire de M. Belfroy, une parmi 1000 collines. C'est ça. Voilà, donc ça, j'ai trouvé un très bon documentaire. Donc un très bon documentaire sur Arte qui est disponible, voilà, qu'on peut voir en ce moment sur Arte. Sinon, vous avez le film Sometimes in April. Vous avez des livres, si vous préférez passer par la fiction, les livres de Beata Omubiei Meres, qui est rescapée et qui a écrit des romans. Les livres de Scholastique Mukasonga, qui, elle, a perdu une grande partie de sa famille pendant le génocide. L'adaptation en film aussi d'un de ses livres, Notre-Dame du Nil, qui permet de comprendre
déjà dans les années 70, toutes ces questions de haine qui étaient déjà là avant 1994. Voilà pour mes recommandations grand public. Et sinon, les ouvrages d'historiens, on a de très bons historiens et historiennes en France, par exemple ceux d'Hélène Dumas. Il y a une très bonne synthèse historique de Florent Piton. Un livre qui est sorti sur la question du genre, sur l'infanticide génocidaire par Violaine Baraduc, qui est sorti très récemment. Voilà, donc en France, on a de la chance, c'est qu'on a beaucoup de ressources sur le sujet, de bonnes ressources. On a aussi un historien qui est président de l'association Ibuka, Marcel Kabanda, qui parle de l'histoire du Rwanda du début jusqu'au génocide. Ça peut être intéressant aussi pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Rwanda. Vous n'êtes pas venu les mains vides? Ça, c'est les De témoignages. quoi s'agit-il? Ce sont les 10 témoignages, et il y a mon témoignage aussi, des 10 rescapés de notre association Tubeo Family. Tubeo qui veut dire vivre. Ça s'appelle Rwanda 1994, ça s'appelle Parole de rescapés, témoignage du génocide perpétré contre les Tutsis. C'est préfacé par Maurice Dorès et c'est paru chez l'Harmattan. Et Jérém, tu peux le mettre dans le chat. Et Pignoufou, puisque l'on a répondu à ta question, tu peux écrire dans le chat toutes les références, notamment qu'a indiqué Juliette. Voilà, c'est ta punition. J'avais une dernière question. Alors, j'en ai plein d'autres en réalité. On peut continuer. J'ai promis de vous libérer à 20h, parce que tout le monde ici a une vie, et notamment vous. Juliette, pourquoi cette thèse sur le rôle des femmes politiques rwandaises dans le génocide perpétré contre les Tutsis? Et c'est peut-être une question que j'aurais dû vous poser au tout début de la séquence, pardonnez-moi. Oui, par le hasard des rencontres et la possibilité des archives. Donc moi, j'ai commencé à m'intéresser à une femme lors de mon mémoire de master, Pauline Ramasuko, sur suggestion de Hélène Dumas, qui est la grande spécialiste en France du sujet, qui m'avait dit, voilà, il y a cette femme qui a été condamnée par le tribunal pénal international. Ça a été la seule femme condamnée par ce tribunal et jusqu'à aujourd'hui la seule femme condamnée pour génocide par une juridiction pénale internationale. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à elle avec aussi cette naïveté au départ de me dire quoi, des femmes ont fait ça aussi, et des femmes étaient à ce niveau-là d'autorité. Et ensuite pour la thèse, donc j'ai décidé d'élargir un groupe de femmes politiques, puisque le problème quand on étudie des figures féminines violentes comme ça, c'est un peu de les surindividualiser, d'en faire des monstres, des exceptions, alors qu'elle appartenait à une élite féminine qui est née d'un contexte historique précis. Voilà pourquoi. Merci. Les 19h59, passé de 30 secondes, c'est l'heure du mot de la fin. Le mot de la fin, Timothée. Et c'est pas sympa le mot de la fin, parce que vous n'êtes pas prévenu et je vous demande d'improviser quelque chose qui soit sympa et qui va être votre dernière lancée de séquence. Tout simplement, peut-être que les 30e commémorations du génocide riment aussi avec la nécessité de continuer de parler de cet événement, de continuer de faire l'histoire de cet événement, et que nous sommes à la 30e commémoration, mais il y aura aussi une 40e, une 50e, et c'est un avenir du témoignage et de la recherche qui est encore à écrire. Juliette, le mot de la fin? Oui, je pense que c'est l'occasion, cette 30e commémoration, pour apprendre ce qui s'est vraiment passé. C'est la meilleure manière de... Quand on parle de négationnisme, il faut déjà savoir quel a été cet événement. Et donc, profiter de toutes les ressources qu'on a en ce moment, à la radio, à la télé, dans les sorties littéraires. Lénie, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que je trouve que les Français, moi, ça fait 16 ans que je suis ici, ont commémoré tout seuls les Rwandais, les rescapés, mais à 30 ans, on a été vraiment soutenus par beaucoup de Français. Je pense qu'ils commencent à comprendre l'histoire. Merci Lénie. Il est 20h pile, non, il n'est pas 20h pile, il est 20h passé de 52 secondes sur Info. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi. Merci Lénie, merci Timothée, merci Juliette, merci aussi à tous nos autres invités qui ont filé vers leur jeudi soir, veille de vendredi et veille de week-end certainement. Merci aussi à Mathis, programmateur du stream, qui est en face de moi, que vous ne voyez pas. Merci à Steph, au visuel, Stéphanie Berlu, qui est boss à France Info. C'est l'étage au-dessus. Merci à Pascal, bien sûr, à la Réal, qui est à ma droite, comme vous ne voyez pas non plus. Merci à Jérémy, à
la modération qui vous lit et qui vous répond avec moi. Merci à vous, bien sûr, dans le chat, sans qui on ne serait pas grand-chose. Merci pour vos questions, vos coups de gueule, vos interrogations, vos fulgurances, vos sympathies. Pour ceux qui veulent revoir le stream ou l'envoyer à leurs copines préférées, à leurs collègues sympas, ou qui sont simplement arrivés en retard, l'intégralité du stream est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Un clic et vous y êtes, c'est le service public, c'est encore gratuit. Le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord. Le lien est dans le chat, ou alors il va y être bientôt. Je crois que c'est Jules qui va le mettre. Pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, puisqu'à la maison de la radio, on aime bien donner du son et faire écouter des choses. Vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Pour l'heure et pour le reste, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera mercredi midi, donc de midi à 14h, comme tous les mercredis. Pas vraiment de bonheur, bien sûr, mais de bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.